Salut les riders, salut les rideuses, ça fait plaisir de vous retrouver. Toute sortie commence par plus ou moins de préparation, qu'on parte à vélo, à pied ou à dos de chameau, c'est toujours mieux de savoir où on va mettre les pattes, ou les roues en l'occurrence. Dans cette vidéo, je vais te partager comment je m'y prends pour préparer les itinéraires de mes sorties. Mais je te préviens tout de suite, ce n'est pas une science exacte et la méthode évolue un petit peu à chaque fois. On ne parlera que très peu du matériel que j'emmène avec moi pendant la sortie, de même qu'on ne parlera pas beaucoup de la façon dont on suit un itinéraire une fois qu'on est sur le terrain. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment la phase amont, celle de la préparation de l'itinéraire pour trouver quelque chose de cool à faire, avec des points, des passages sympas, le tout généralement sans trop connaître la région, parce que quand tu es nomade comme moi et que tu débarques dans une région, généralement tu n'y connais pas trop grand chose et tu découvres un peu sur le tas. Juste quand même qu'on soit bien d'accord, avant de commencer, je ne parlerai pas de préparer des itinéraires freeride en dehors de tout sentier balisé. Ça je ne sais pas faire, moi j'essaie de rester sur des sentiers existants, balisés ou au moins lisibles. Même si parfois il faut bien reconnaître qu'on se retrouve un petit peu dans la cambrousse, au milieu de nulle part, quand la carte ne correspond plus à rien, mais bon, ça c'est une autre histoire. Allez, assez de blabla, on y va. Pour moi, il y a trois façons d'aborder la préparation d'une sortie. La bonne vieille carte papier, méthode numéro 1. Méthode numéro 2, les générateurs d'itinéraires plus ou moins sophistiqués. Et troisième méthode, les banques d'itinéraires. On parlera de ces trois façons de faire, mais tu me diras qu'il existe peut-être une quatrième méthode ou une méthode 0 si on a envie. C'est la méthode je prépare rien du tout, j'y vais et je vois ce que ça donne. Ouais, c'est très drôle, mais du coup, comme on essaye de parler de préparation, c'est un peu hors concours. Donc on ne parlera pas de cette méthode-là. Cela dit, si jamais tu veux essayer ça, c'est très fun, mais peut-être quand même une petite carte avec toi. On ne sait jamais si à un moment tu te perds. Non, je dis ça, je dis rien. Qu'elle soit papier ou numérisée, la carte c'est évidemment l'élément indispensable à toute sortie. Maintenant, comme on est au 21e siècle, on va quand même plutôt parler carte numérique sur smartphone plutôt que la version papier. Qui est quand même pas mal à avoir dans son sac parce que ça marche même quand t'as pas de réseau et pas de batterie. Mais ça c'est encore une autre histoire. Bref, des cartes il en existe pas mal, de toute nature, de toute qualité, de toute précision, avec toutes sortes d'informations. C'est une véritable jungle. Pour ma part, j'utilise l'application Iphigénie sur iPhone depuis plusieurs années avec l'abonnement annuel pour avoir l'accès aux cartes topographiques en France, les fameuses cartes IGN. Pour bien comprendre, une application comme Iphigénie n'est qu'un visualiseur d'images survitaminées. Les cartes sont en gros d'énormes images, des énormes JPEG découpées en petits morceaux qu'on appelle des tuiles pour que le chargement se fasse quand même pas trop lentement. Mais en fait, l'application ne sait absolument pas ce qu'elle affiche. On pourrait lui faire afficher une image géante d'un Mickey Mouse, elle y verrait que du feu. Ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est bien sûr qu'on peut très facilement afficher diverses cartes contenant toutes sortes d'informations sans avoir rien changé à l'application. Par exemple, Iphigénie propose d'afficher les cartes topographiques françaises, bien sûr, mais on a aussi des fonds de cartes OpenStreetMap, des cartes géologiques du BRGM, le cadastre, j'en passe et des meilleurs, il y en a énormément selon ce qu'on a envie de faire avec cette application de cartographie. Je précise ce point un petit peu technique parce qu'à la différence des applications dont on va parler dans les sections suivantes, Iphigénie ne sait absolument pas ce qu'est ni une route, ni un sentier, ni un dénivelé, ni une falaise, ni rien en fait. Donc si tu veux en faire quelque chose, eh bien c'est à toi de savoir lire la carte. Et c'est là tout l'intérêt et toute la subtilité de la chose, parce que ça veut dire qu'il faut savoir lire une carte correctement, l'interpréter et repérer les sentiers qui sont potentiellement dignes d'intérêt pour se construire une sortie. Pour alimenter les choses, j'aime bien me baser aussi sur des sentiers balisés comme les PR, les petites randonnées, qui sont souvent des boucles. Malheureusement, ils n'apparaissent pas toujours sur les cartes, même topographiques, et on les trouve le plus souvent uniquement dans les villages et sur les parkings départs de rando de ces sentiers directement. Donc il faut être sur le terrain pour les connaître. Mais ça donne une petite idée de ce qu'il est intéressant de pouvoir faire, puisque ce sont des gens du terrain qui évidemment ont préparé ces sentiers-là, et donc normalement, ils ne devraient pas trop mal. Pour nous aider à créer un parcours, Iphigénie te permet tout simplement de tracer un itinéraire GPS, alors c'est pas un vrai GPS du coup, c'est juste un tracé, sur la carte avec le doigt, un petit peu comme on ferait avec un crayon et une bonne vieille carte papier. C'est roots, mais c'est fichtrement infaillible. Une fois qu'on aura tracé un itinéraire, on pourra l'exporter vers d'autres applications ou l'utiliser tel quel directement en mode suivi de traces.
Bon, alors on va pas se mentir, c'est une méthode au résultat plutôt incertain qui dépend énormément de sa propre capacité à bien interpréter une carte, ce qui n'est pas toujours facile, et au moins autant de la précision de la carte que tu utilises, parce que si la carte ne montre pas de sentier, tu risques pas d'en trouver. Et des fois, sur les cartes IGN espagnoles, bah, il en manque pas mal les sentiers. Franchement, même les pistes, c'est pas toujours ça. Donc, c'est à double tranchant, ça permet de faire des choses soi-même, d'avoir la satisfaction de créer son itinéraire, mais pas toujours facile de s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a la deuxième méthode qu'on va voir tout de suite. Cette fois, on va laisser un algorithme plus ou moins sophistiqué construire un parcours en fonction de critères qu'on va lui donner. C'est lui qui va s'occuper de trouver les sentiers en fonction des critères qu'on lui donne. C'est bien pratique. Mais pour ça, il faut une carte qu'on appelle routable. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des cartes images qui ne contiennent strictement rien de Iphigénie. Là, au contraire, on va avoir des informations pour la machine qui contiennent toutes les informations utiles pour qu'elle reconnaisse les routes, les sentiers, les choses qui montent, qui descendent, les cours d'eau, les lacs et tout ça, afin de pouvoir te proposer un itinéraire. Et ça va relativement loin. Par exemple, tu vois cette piste derrière moi. D'accord, c'est une piste, mais elle est relativement roulante, ça aussi ça peut être une information. C'est de la terre battue, ça aussi ça peut être une information, etc. etc. Tout ça, ça permet d'alimenter des algorithmes le plus fin possible pour te proposer des itinéraires le plus sympathiques possible par rapport à ta pratique. Dans mon cas, j'utilise principalement deux applications qui sont Komoot et Strava. On va parler des deux. Komoot est assez connu en Allemagne, en fait c'est une application allemande et pour ceux qui regardent la chaîne GmbN, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'ils sont partenaires. Son point fort est vraiment d'avoir des notions des différentes activités de plein air. Rando, vélo de route, VTT, gravel, ce qui lui permet du coup de proposer des algorithmes très adaptés à chaque pratique. Par exemple, on sait très bien qu'en vélo de route, on ne quitte jamais le bitume, alors qu'en VTT, c'est tout le contraire, on l'évite comme la peste. Donc il va utiliser toutes ces informations dont je te parlais, la piste, la roulabilité, pas français, mais c'est pas grave, pour proposer des itinéraires pour aller d'un point A à un point B, mais le plus adapté possible au véhicule et à l'activité que tu vas utiliser. Komoot fonctionne sur une base de cartes OpenStreetMap comme la plupart des applications de cartographie, mais elle est remoulinée à leur propre sauce, ce qui leur permet d'alimenter leur algorithme plutôt efficace. Pour se construire un itinéraire, c'est vraiment très simple. Il suffit de choisir le type d'activité, déposer un premier point de passage et il nous trouve automatiquement un itinéraire entre notre position actuelle et le point qu'on vient de déposer, adapté à la pratique qu'on a choisie. Si on a choisi le mode boucle, il va même éviter de faire un aller-retour tout simple et essayer de trouver une boucle pour ne pas faire le même trajet à l'aller qu'au retour, ce qui est vraiment très sympathique. À partir de là, on peut tout modifier, rajouter des points de passage pour prolonger le parcours ou forcer un passage sur des points d'intérêt. Bref, tout ça c'est extrêmement pratique et simple à utiliser avec tout plein d'informations qui permettent de savoir si son parcours va être sympa ou pas. À noter qu'il faut tout de même une connexion internet pour calculer les itinéraires, ce qui est un peu embêtant parce que si tu es au milieu de la cambrousse et que tu as besoin de recalculer parce qu'il y a une route qui est fermée, eh ben ça marche pas. Ça c'est un petit peu dommage, mais tu auras toujours la carte quand même, et donc si tu n'es pas complètement à manche, tu devrais réussir à t'en sortir grâce à ça. Pour être sûr de passer par les sections et les endroits les plus cool de la région, Komoot propose ce qu'ils appellent des incontournables. Ce sont des points ou des portions de trail créés par les utilisateurs en fonction de ce qu'ils ont trouvé super sympa dans la région. Ça peut être un point de vue, ça peut être un super sentier, un beau paysage, une brasserie, ça peut être tout et n'importe quoi intéressant pour la communauté. Tu peux les intégrer au parcours et du coup il va recalculer le parcours pour intégrer soit le point, soit le segment de trail directement dans ton parcours. Ça marche vraiment franchement pas mauvais. Ça marche vraiment franchement pas mauvais. Les itinéraires générés sont vraiment plutôt intéressants, sous réserve évidemment que la carte soit suffisamment renseignée, mais ça c'est toujours pareil, s'il n'y a pas de carte il se passe rien, donc on va pas épiloguer là-dessus. L'autre application dont j'aime bien me servir, c'est Strava. Et ouais, le truc avec les KOM, les QOM et tout le tout team, Strava lui-même. Dans sa version premium, il est possible d'utiliser l'énorme base de données de traces uploadées par tous les utilisateurs pour produire des parcours de façon presque magique, automatique. En gros, c'est un petit peu l'intelligence collective qui va piloter l'algorithme pour te produire un itinéraire plutôt que toi qui vas saisir plein de paramètres. Du coup, c'est très minimaliste. On lui donne à peu près quelle distance on veut faire, quel type de voie on veut faire, quel sport, et c'est parti, il te trouve un truc. En fait, il te en trouve 3, et tu choisis celui qui te plaît. Il y a aussi une certaine part d'inconnu dans ces itinéraires. On ne sait pas trop si ça sera de la piste de terre de bout en bout ou si ça va passer par des espèces de trails alpins avec des gros rochers infranchissables. Tout ça, c'est pas bitume. Alors du coup, il y a une grosse part d'aventure.
Pour moi, l'idéal, c'est d'exporter ce parcours vers une autre application type Komoot pour avoir un deuxième regard croisé dessus et peut-être éventuellement le modifier. Mais en tout cas, ça donne une très bonne idée de parcours, de point de départ. Quand il n'y a rien qui saute aux yeux, il n'y a pas vraiment de parcours fléché autour de toi, comme il y a quand même des gens qui pratiquent le sport, tu peux trouver des choses, ça donne au moins un bon point de départ. Des fois, ça donne même de très belles choses. La dernière méthode, la plus simple mais pas forcément la plus fiable, c'est de chercher tout simplement un itinéraire que quelqu'un d'autre a fait avant toi. Il existe en réalité une foule d'applications et quasiment toutes les applications font ça, elles mémorisent les parcours qui ont été faits. Donc on a des Wikiloc, des Utagawa, des Komoot, des Strava, des OpenRunner, il y en a partout. Donc pour ma part, j'utilise principalement deux applications de ce type, une que tu connais certainement, Wikiloc, et une autre qui est peut-être un peu plus obscure qui s'appelle Trailforks. On en parle tout de suite. Wikiloc, je pense que globalement tout le monde en a plus ou moins entendu parler, ou sinon ça fait au moins penser à Wikipédia, et c'est exactement ce que c'est. Tout le monde peut charger sa propre trace GPS dessus. Pour s'en sortir dans ce nombre incalculable de traces, on recherche selon différents critères, le type de sport, la distance, le dénivelé, etc. Mais même là, il en reste énormément, et souvent une quantité assez importante de traces pas super intéressantes. Ceci dit, on peut trouver des choses intéressantes, mais ça prend du temps parce qu'il faut vraiment trier le grain de livret. Et c'est ça un petit peu le côté pénible de Wikiloc. Cela dit, quand on trouve quelque chose, ça peut être une excellente base qu'on peut ensuite exporter en GPX, le format d'échange des GPS, vers une application type Komoot. Oui, je sais, Komoot revient souvent, mais j'aime bien Komoot, je trouve que ça fonctionne très bien, donc je t'en parle souvent, pour aller soit le vérifier, soit le customiser, soit simplement l'enregistrer dans sa collection de traces personnelles. Venons-en à l'autre application dans cette catégorie, celle que j'utilise et qui est peut-être un peu moins connue en Europe, c'est Trailforks. C'est une application qui est hyper utilisée outre-Atlantique, aux États-Unis et au Canada, née par et pour les VTTistes. C'est Pinkbike qui est à son origine. Même si elle s'ouvre depuis peu à différentes autres pratiques, ça reste quand même très ciblé VTT. Alors il faut savoir que pour utiliser l'application, il faut nécessairement un abonnement après les 7 jours de période d'essai gratuite. C'est un abonnement qui vaut quelques euros par an, c'est vraiment pas très cher. Et je trouve que ça peut vraiment valoir le coup et je vais t'expliquer pourquoi. La particularité de Trailforks, c'est qu'elle n'est non pas orientée itinéraire, mais sentier. Et du coup, pour chaque portion de sentier qui est connue par l'application, on va avoir tout plein d'informations très pertinentes pour le VTT, comme par exemple son niveau de pilotage requis pour le franchir avec satisfaction, sur un modèle un petit peu comme les pistes de ski, avec des couleurs, du vert, du bleu, du rouge, du noir, du plus simple au plus difficile. On va avoir le profil altimétrique, on va avoir le type de revêtement, des commentaires, des photos, des vidéos, et même certains rapports d'incidents, par exemple un arbre qui est tombé sur le trail ou un éboulement rocheux, etc. qui empêcherait d'en profiter pleinement. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est totalement ciblé sur le VTT. Les voies d'accès sont souvent matérialisées aussi pour aider à rejoindre les différents trails entre les uns après les autres et comme ça se créer un petit parcours soit en avance, soit directement sur place. On se dit tiens, si je monte par là, je peux redescendre par là, et puis après je monte là. C'est vraiment très ludique, c'est vraiment une autre façon de procéder. C'est un petit peu à cheval dans les catégories, mais je trouve ça vraiment très sympa quand il y a des trails, parce que c'est là que le bas blesse. Et oui, le hic, c'est qu'il n'y a pas des sentiers répertoriés partout. Vraiment pas. En réalité, comme c'est totalement collaboratif, il faut un minimum d'investissement des associations et des riders locaux pour répertorier les sentiers, parce que oui, ça se fait pas tout seul. C'est d'ailleurs l'objectif de cette application, de proposer une plateforme de suivi et de gestion des trails locaux autour des différents points de ride, pour permettre aux associations locales de les gérer, de savoir ce qui doit être entretenu, de qui a fait quoi, de savoir comment les choses sont utilisées, enfin bref, vraiment de gérer le système de trail un petit peu à l'américaine, ce qu'on ne fait pas trop en France, je trouve. Mais du coup, voilà, en France, c'est pas super développé, sauf à certains endroits. Et justement, c'est un petit peu là la faiblesse de l'application, c'est que c'est très inégal. Donc si tu te trouves dans un endroit où il y a une bonne densité de trails de connus, c'est très ludique, il y a d'énormes trous dans le maillage. En Espagne, c'est pareil. On a beaucoup de trails de renseignés dans les Pyrénées. Là, dans le Sistema Ibérico, autant dire qu'il n'y a rien. Il y en a un petit peu au sud, près de Madrid, il y en a pas mal. Mais voilà, il n'y en a vraiment pas partout. C'est dommage parce que c'est vraiment une façon très rigolote d'utiliser et c'est vraiment très orienté VTT, quoi. Tu es vraiment sûr de faire du VTT toute la journée. Et ça, c'est quand même très plaisant.
Alors j'ai divisé les applications en 3 groupes, mais en fait ce ne sont pas du tout des groupes hermétiques, ils sont carrément très poreux. La plupart des applications sont à cheval sur 2, voire sur les 3 groupes. Komoot par exemple, pour parler encore de lui, peut aussi bien servir simplement de GPS pour pendant les sorties, tourner à droite, tourner à gauche ou t'afficher la carte, ou comme banque d'itinéraire. De la même manière, on peut parfaitement exporter un itinéraire depuis Strava vers Iphigénie en l'ayant entre-temps modifié dans Komoot, tiens, pour rigoler. Bref, tout ça, ça communique et c'est une excellente chose parce que ça permet finalement de tirer parti des points forts de chaque application et de compenser les points faibles en utilisant autre chose. Alors évidemment, tout ça, ça repose sur des cartes et quand une carte n'est pas précise ou très peu renseignée, eh bien, il ne se passe rien, évidemment. Là, tu ne peux que aller sur le terrain et regarder ce que ça donne, mais c'est quand même rare. Globalement, il y a toujours un petit peu quelque chose sur les cartes, mais c'est pas toujours extraordinaire. Il y a des endroits où c'est vraiment désert, il n'y a pas grand-chose, les cartes sont pas à jour, mais c'est souvent parce qu'il n'y a rien, en fait, réellement. Et voilà, tu connais maintenant mes applications préférées pour préparer mes sorties. Alors même si la proportion de chacune d'elles change un petit peu à chaque fois, ça part souvent de Komoot, tu auras compris que je l'aime bien, pour produire l'itinéraire ou au moins une base. Puis ça atterrit dans Iphigénie pour le suivi et le fond de carte topographique lors de la sortie. Je peux éventuellement me servir des informations locales quand je suis sur un point de départ de randonnée pour dire tiens, là il y a un PR qui me semble intéressant, voyons un petit peu par où ça passe, puis je reprends avec Komoot. Mais Komoot est vraiment mon outil, je dirais, préféré parce que ça, globalement, je trouve qu'il a la meilleure interface, la plus pratique et un fond de carte qui est quand même globalement plutôt pas mal. Je te recommande vraiment d'essayer si tu connais pas, c'est une bonne application. Alors certes, il faut avoir la version premium pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais en version gratuite, il y a déjà pas mal de choses et ça permet déjà de se faire une belle idée. Alors oui, parfois je pars aussi un petit peu au pif, simplement comme ça pour une sortie plus courte, sans vraiment regarder ce qui se passe sur la carte. Le premier sentier qui passe, je vais dedans et on voit ce que ça donne. Mais quand même, précaution, j'ai toujours une petite carte préchargée dans mon téléphone parce que si jamais tu te retrouves coincé quelque part, pour savoir par où tu peux rentrer au plus vite, c'est quand même pratique d'avoir quelque chose hors réseau parce qu'il n'y a pas toujours du réseau. Et éventuellement même dans 2 applications parce que oui, ça arrive que les applications crashent et perdent les cartes préchargées. Ça m'est arrivé et là je peux te dire, tu es bien content de l'avoir dans 2 applications. Vraiment, oui. Reste ensuite à suivre la trace que tu auras générée pendant la sortie. La plupart des apps le permettent si tu utilises ton smartphone ou si tu as un appareil type Garmin, et tu charges la trace dedans et tu laisses ton appareil se charger du guidage. Pour l'heure, je n'ai que mon smartphone pour me guider pendant les sorties, ça marche plutôt très bien, c'est réactif, à condition de ne pas laisser allumer l'écran tout le temps parce que sinon tu vas pas faire beaucoup plus que 2 à 3 heures. Écran allumé, luminosité à fond, en plein soleil, ouais, la batterie fond très vite. Sinon ça marche bien. D'ailleurs au passage, si tu cherches un moyen vraiment robuste et bien fichu d'attacher ton smartphone au cintre de ton vélo, je te recommande le système Quadlock. C'est pas sponsorisé, je l'utilise et j'en suis très contente, donc je t'en parle. C'est un système qui est composé de 2 parties. D'une part, tu as une coque très costaud déjà en elle-même et qui permet d'attacher à une fixation à double sécurité. Donc il est complètement impossible que ton smartphone foute le camp pendant que tu fais du vélo. Il faut vraiment 2 mains, déclipper et tourner pour que ça puisse partir. Donc impossible que ça se fasse de façon spontanée, même quand tu envoies du gros sale, ça ne bouge pas. Alors évidemment reste toujours le problème de la grosse gamelle, si tu te ratatines, ouais, le smartphone peut ramasser aussi. Bon, mais ça, c'est le risque quand on utilise son smartphone. En tout cas, le système Quadlock est vraiment bon si ça t'intéresse. Il y a un lien dans la description, c'est pas un lien sponsor, mais vraiment c'est un bon système. En plus, tu as tout un écosystème de fixation pour la voiture, pour le bureau, pour le bras en running, sur la même coque avec la même fiabilité. C'est vraiment très bien pensé. Allez, j'espère que tu auras pu apprendre un truc ou 2 avec cette vidéo. Et moi, j'aimerais bien savoir comment toi tu fais, quelle est ta recette pour préparer des itinéraires en vélo. Partage ta recette dans les commentaires, ça profitera à tout le monde. Allez, tu connais la chanson, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, partager, liker, abonner, bref, le truc habituel. Ça permet à d'autres de découvrir le contenu que je produis et peut-être qu'ils apprendront quelque chose de ces vidéos. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao!